Alors, je vais par cette formation tâcher d'expliquer le principe de la modélisation low poly, enfin une des bases de la modélisation low poly. On verra aussi le développé EVW et l'intérêt de faire un modèle haute définition pour pouvoir extraire la normal map sous le logiciel Substance Painter. Donc, je vais commencer par un objet simple ici, création d'une boîte. Donc, je viens dans ma scène et je viens créer une boîte. Alors, en appuyant sur CTRL, je permets d'avoir une base carrée à celle-ci. Si je relâche CTRL, je peux faire une base sous forme de rectangle. Alors, je vais choisir une base carrée en appuyant sur CTRL. Je relâche le CTRL. Je déplace ma souris. Je lâche le clic aussi souris. Et je gère la hauteur de ma boîte. Cette boîte, on va prendre comme principe toujours de modéliser au centre de la scène. Donc, je vais venir faire un clic droit, déplacer pour accéder aux outils déplacement. Et je vais venir déplacer pour venir centrer cet objet sur ma scène. On voit que le point de pivot de la boîte est au centre de la base de la boîte. Et je vais venir placer ce pivot au centre de ma scène. Alors, le plus simple étant de remettre à 0 ces coordonnées spatiales ici, en faisant un clic droit sur la double flèche. Donc je passe en X à 0, en Y à 0, et en Z, elle est déjà 0 qui correspond à la verticale de l'objet. Donc ma boîte étant parfaitement au centre, ici comme on peut le voir, on a bien le pivot au centre de ma scène, je vais appuyer sur F4 pour afficher ma segmentation, je vais modifier cette boîte, et là je peux revenir pour modifier ces dimensions. En fait, donc pour l'instant ça ne m'intéresse pas, je vais le laisser comme ça. Je peux rajouter de la segmentation, donc je ne peux voir cette segmentation que lorsque j'active la fonction F4 qui permet d'afficher ici ou non la segmentation. Donc si j'active ici F4, vous voyez, on peut afficher ou faire disparaître la segmentation. Donc je vais laisser un segment partout. Je vais faire un objet un peu plus complexe qu'une boîte. Pour ce faire, je suis obligé de la convertir en objet éditable. Là c'est une boîte, je peux modifier que sa longueur, largeur, hauteur et quelques éléments de segmentation. Mais je vais faire un clic droit et la convertir en polygone éditable. Du coup, c'est un objet complètement éditable. Ici, j'ai ce qu'on appelle les sous-objets. Donc, je peux sélectionner soit des sommets et venir travailler sur les sommets, soit de la segmentation et venir travailler sur la segmentation, soit les polygones, et soit l'élément dans sa globalité. Alors, ce que je vais faire, comme je dis, je vais modifier cette boîte. Je vais venir sélectionner l'élément dans sa globalité. J'appuie sur CTRL-SHIFT et je fais une copie de cet élément. Donc là, Max me demande si je veux le copier en tant qu'élément du premier objet, c'est-à-dire c'est un tout, c'est un objet, un ensemble d'objets composé de deux éléments, ou est-ce que je veux le cloner vers un objet séparé. Moi, je vais garder plutôt cette fonction de cloner variable. Ok. Je fais un clic droit, je prends mon outil échelle, et je vais venir réduire cette échelle uniformément sur les trois axes pour réduire la taille de cet objet et je vais de cet élément et je vais venir déplacer cet élément pour le faire rentrer en contact avec ma boîte pour obtenir un objet un peu plus complexe qu'à l'origine. Je vais juste modifier peut-être un peu un élément comme ceci et cet élément comme ceci. Voilà. Alors, sachant qu'on doit faire du low poly, on va bien évidemment essayer d'optimiser la quantité de polygones qui se trouvent dans notre scène et surtout sur nos objets. Donc ici, je m'aperçois que le polygone qui est à l'intérieur, si j'appuie sur fonction sur F3, je m'aperçois que le polygone qui est ici à l'intérieur, celui-ci, il n'est pas visible. Est-il nécessaire pour moi de le garder? Non. Alors ce que je vais faire, je vais le supprimer. Et je pourrais même supprimer celui-ci si cet objet était posé sur le sol et qu'il ne bouge pas. Évidemment, si l'objet doit bouger, s'élever dans les airs ou tomber, on serait amené à voir le dessous, donc autant garder le polygone. Donc là, je vais le laisser, c'est pas très gênant. On va dire que l'objet sera amené à être déplacé. Donc voilà, ici, fonction F3, je reviens en mode ombré, j'ai un seul objet dans ma scène. J'en veux pour preuve ici, si j'affiche ma liste d'objets contenus dans ma scène, j'ai un seul objet qui s'appelle boîte. Donc je vais le renommer. Alors il est là, je vais le renommer, je vais l'appeler box underscore low. On verra pourquoi le suffixe low est intéressant la suite. Donc voilà, c'est ma version low poly. Je me dis peut-être qu'il serait bien d'avoir un petit arrondi ici. Alors
Sachant qu'on verra qu'en haute définition, il y a des arrondis qu'on peut faire, des petits arrondis, des petits chanfreins qu'on peut faire pour donner un peu plus de volume à l'objet, mais dès qu'il s'agit de gros chanfreins, comme je vais faire ici, on est quand même obligé de les faire en 3D en fait. Voilà. Donc je vais rajouter quand même un segment pour qu'il y ait une topologie à peu près correcte sur cette forme d'objet. Et je viens valider comme ceci. Donc voilà, on va partir sur un objet relativement simple. Alors, j'ai choisi cette option-là. Alors je vais dupliquer cet objet. J'aurais pu faire une autre méthode qui consistait, alors j'ai dupliqué l'objet en appuyant sur Shift, et j'aurais pu faire cette méthode-là, sélectionner le polygone du dessus, prendre l'outil échelle, appuyer sur Shift, faire une échelle sur le plan ici, ce qui permet de faire ce qu'on appelle une insertion. Déplacer, j'appuie sur Shift et je déplace et je fais ce qu'on appelle une extrusion. Et j'obtenais à peu près le même type d'objet, il suffit que je baisse cette partie-là, voilà, quelque chose près, hein, et que je crée un chanfrein sur cette partie ici, et j'obtiens à peu près le même objet. Sauf que la différence, elle est là. C'est que là, ici, pour faire cette insertion, j'ai créé 4 polygones supplémentaires. J'ai 4 polygones supplémentaires. Ici, je n'ai qu'un seul polygone. Je n'ai pas de polygone supplémentaire à ce niveau-là. Donc j'ai divisé par 4 la tenue, la quantité de polygones créés. L'avantage de cette option-là, c'est qu'ici, par la suite, je pourrais rajouter un chanfrein dans ma version de poly, ici, qui permettra d'avoir un arrondi ici plus doux que cette partie un peu dure que j'ai ici. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire à la fin. Soit on prend cette méthode-là, qui rajoute 4 polygones, parce qu'on souhaite à terme faire un chanfrein ici, soit on garde celle-ci, parce qu'on n'a pas besoin de chanfrein à ce niveau-là. Donc je vais rester sur la première. Ensuite, une fois qu'on a créé l'objet, qu'on l'a correctement nommé et correctement modélisé, hein, donc c'est relativement simple, on va venir faire ce qu'on appelle un développé UVW. Alors, pour appliquer une texture 2D sur un objet 3D, on n'a pas d'autre choix que de développer l'objet. Un exemple ici, qui est très bien fait ici, en fait on a un objet 3D et on va développer ces UV, donc ces coordonnées d'application de texture, pour les mettre à plat. Donc on voit ici le cube avec les coordonnées UV appliquées tout autour du cube, et on va les déplier pour obtenir ce qu'on appelle un UV ici. C'est la condition d'application de la texture sur cette partie-là qui va retrouver exactement les bonnes coordonnées pour s'appliquer correctement sur le cube. Donc pour ça, on va exécuter sous Max un développé UV de l'objet. Le principe est très simple, on va sélectionner l'objet, on va vérifier qu'on a bien quitté le mode éditable, on n'a aucun sous-objet sélectionné, et on vient rajouter dessus le modificateur développer UVW. On vient ouvrir l'éditeur d'UV, ici, et on va venir développer nos UV. Alors, il y a plusieurs techniques. Soit je sélectionne par un CTRL A tous mes polygones et je fais un mapping normal, un mapping, aplanir mapping. Ok, là, il me propose des angles, c'est-à-dire au-delà de 45 degrés, il va, au-dessous de 45 degrés, il va déplier, au-dessus, enfin c'est l'inverse, au-dessus de 45 degrés, pardon, il va déplier le mapping, il va le dissocier, au-dessous, il va le garder collé, en fait. Donc ici, je fais OK, et j'ai mon dépliage UV qui est ici. Sauf que c'est pas très pratique, on ne sait pas où sont les sommets du cube, où sont les arêtes qui se jouxtent, etc. Donc on va revenir retravailler un peu cette UV pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent et plus pratique à texturer. Donc moi ce qui m'intéresse c'est peut-être partir de cette base là. Donc si je la sélectionne, je m'aperçois que la base est ici. Ensuite je viens prendre en mode segment, en mode arête. Donc là on est toujours sur des UV, c'est-à-dire des coordonnées d'application de texture, on n'est plus sur l'objet. Hein. Là on travaille sur ces coordonnées de texture. Ici, je sélectionne cette arête et je vois que cette arête, elle est ici. Alors je vais essayer de la montrer sur cette partie-là. Si je la sélectionne ici, on voit qu'elle se jouxte avec celle qui est en bleu ici. Donc il suffit que je la sélectionne et je demande à Max de coudre cette arête et automatiquement il vient prendre l'UV qui jouxtait cette arête et il vient le coudre automatiquement à cette partie-là, mon UV ici. Je prends l'arête qui est ici, je vais faire la même chose, je couds. Je prends l'arête qui est ici, alors on peut le faire soit sur le modèle UV, soit sur le modèle 3D.
je couds cette partie-là, et si je prends l'arête qui est ici, donc c'est l'arête qui est de l'autre côté, on voit qu'elle se met en bleu ici, si je viens coudre, et bien tout simplement, la partie qui était ici est venue se coller à celle-ci par cette arête. Et là, j'obtiens mon UV qui est déplié, comme on voit à peu près sur la... Je vais revenir sur l'illustration, voilà, je vais obtenir cette forme-là à la fin. Donc pour obtenir cette forme-là, il faut que je sélectionne l'arête manquante qui est peut-être ici, qui est plutôt ici, pardon. Donc on voit que l'arête qui est là, elle vient se jouxter à celle-ci, je couds, et j'obtiens mon développé ici, correct, de mon cube. Si jamais je découpe ça dans un papier, que je replie tout, que je recolle tout, j'obtiens le cube initial. Ensuite, on va vérifier un peu ce qui se passe ici. On a cette partie-là. Comme il y a un angle de supérieur à 45 degrés, il a pris cette partie-là, ici, il a découpé, il l'a scindé en deux avec cette partie-là. On voit que ce sont deux éléments distincts. Donc ce que j'ai à faire, c'est tout simplement prendre cette forme et cette forme, enfin cette UV et cette UV, et de les coudre ensemble, et du coup on obtient toute la bande qui est au-dessus, et qui nous permet d'avoir un seul UV sur cette partie-là. Ça c'est fait. Qu'est-ce qui me reste? La partie sur le devant, que je peux coudre avec celle-là aussi, ça n'empêche rien. Je vais la coudre d'ailleurs. Ok. Et il me reste la partie sur les côtés qui va se jouxter peut-être par une arête. Ah non, on va le faire sur l'arête qui est ici, l'arête qui est là. Donc on voit que l'arête qui est là, elle est ici en fait. Alors pardon, je viens sélectionner que l'arête. Donc cette arête-là, on voit qu'elle est commune à celle-ci. Donc je couds cette partie-là, je prends de l'autre côté et je viens coudre aussi cette partie-là. Donc pareil, si je mettais ça sur un papier, que je découpais cette forme, en la repliant et en la recollant, j'obtiendrai la forme 3D initiale. Donc une fois que j'ai mes deux UV qui sont représentés ici, je vais pouvoir les réagencer dans mon UV qui est là. Alors UVW, ce sont les coordonnées spatiales de texture sur un objet 3D. Comme on quitte la 3D pour revenir 2D, hein, là c'est de la 2D, c'est plus de la 3D, on parle d'UV. On fait un développé UVW qui devient un UV. Donc là on parle, ces éléments-là, on appelle ça des UV. Et ces UV, on va venir les placer dans notre zone de texture, donc c'est dans cette zone carrée que va venir s'appliquer la texture. Alors j'ai plusieurs outils à ma disposition. L'outil redimensionnement étant coché, si je prends emballer l'ensemble, il va mettre tous ces éléments-là dans cette partie-là, mais garder l'échelle entre l'un et l'autre. On voit que cet objet-là est plus petit que celui-ci. Et si je clique là-dessus, voilà, le fait de demander de respecter les échelles entre l'un et l'autre, il a respecté les échelles entre les deux éléments. Et là, le fait d'emballer tout ce qui reste, ben, ça permet de mettre tout l'ensemble des UV dans ma zone UV, et de quand même garder mon échelle entre les deux éléments. Sauf que, est-ce que j'ai besoin vraiment de garder ces différences de proportion, sachant que cette zone de texture sera exprimée en pixels ultérieurement, donc largeur de pixels par hauteur de pixels, et que si par exemple j'avais une hauteur de 1024 et une largeur de 1024, on voit que le nombre de la quantité de pixels qui va définir mon image de texture, qui va être attribuée à cette partie-là, sera très faible. Donc autant faire se peut, lui attribuer une zone plus grande. Voilà, je vais essayer de grandir au maximum. Je peux pas aller plus loin. Hein. Alors je vais essayer de mettre peut-être, ça change rien. Je vais essayer de tourner mon UV dans ce sens-là. Non, ça changera pas grand-chose en fait. Hein. Donc je vais replacer tous ces éléments là-dedans et je vais redonner une échelle maximum à mon UV ici. Là, j'ai essayé d'optimiser l'espace de mes UV. Alors des fois, c'est intéressant de les détacher et de les réagencer différemment pour obtenir un maximum d'espace, de couvrir un maximum de surface sur mon UV. Imaginez une couturière qui découpe des éléments d'un patron d'une chemise, elle va essayer de prendre un maximum de tissu pour ces éléments et d'en gaspiller le moins possible. Donc voilà, ici on a nos UV qui sont déployés. Alors, autre chose que je vais vérifier en affichant ici ma pattern sur mon élément ici, c'est de vérifier que tous mes carrés ont bien une homothétie carrée, c'est-à-dire un rapport de largeur-hauteur équivalent.
Si ce n'est pas le cas, par exemple, si je prends cet élément-là, que je lui change son homothétie verticale, on s'aperçoit que les damiers sont étirés, donc ce qui veut dire que notre UV est déformé. CTRL Z, le but étant, encore une fois, d'avoir vraiment des textures qui ne sont pas étirées et que tout soit correct. J'ai la possibilité aussi de d'éplucher rapidement cette partie-là, donc vous voyez qu'on voit bien qu'il garde tout à fait la même taille, sauf que là il me l'agrandit parce que j'avais que lui de sélectionner. Je vais essayer quand même de le faire rentrer dans cette partie-là. Alors, pour gagner un maximum de place, je pourrais bien évidemment faire, par exemple, sélectionner juste le polygone qui est là, outil, rompre, j'enlève cette partie-là, je prends cet élément-là et celui-ci, et je les fais pivoter de 90 degrés. C'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Et je vais pouvoir placer comme ceci mon élément et lui faire gagner encore plus de place dans mon UV. Alors du coup, j'ai sélectionné les deux pour qu'ils aient exactement la même échelle lorsque je les agrandis. Donc ici, là. Et on voit que je gagne encore plus de résolution sur cette partie-là, ce qui me permet de placer celui-ci ailleurs, à cet endroit-là par exemple, et j'ai gagné un peu plus de résolution sur mon UV, pour la partie finale. Une fois que je suis satisfait de mes UV, je peux fermer cette fenêtre, convertir tout ça en polygone éditable, et projeter ça, d'exporter ça en FBX pour pouvoir le traiter sous Substance Painter. C'est ce que je vais faire de suite. Boxlow qui est ici, je sauvegarde ma scène max. Alors je vais la sauvegarder dans scène, plutôt. OK. Et je vais faire fichier, exporter ma sélection. Donc j'exporte ma sélection ici. Je vais le mettre sur mon bureau, pardon. Et je vais faire box underscore low. C'est la version low poly de ma boîte en export FBX. Alors, je fais un export FBX enregistré. Alors depuis tout à l'heure je travaille en centimètres, donc je vais dans les options avancées du format FBX, je vais confirmer mes unités en centimètres et pas le laisser en automatique. Et je vais cliquer sur export. Je vais ouvrir Substance Painter. Voilà Substance qui s'est ouvert. Et je vais faire un nouveau projet dans lequel je vais venir charger mon FBX exporté qui est sur mon bureau. Ici, test. C'est Boxlow. Alors, je vais le renommer, c'est Low. Voilà. Je vais laisser la résolution de mon document en 2048 par défaut. OK. Et là, j'ai ma boîte qui apparaît. Sauf que pour l'instant, j'ai un problème. C'est que ma boîte, elle fait pas très réaliste déjà, parce qu'elle a des arêtes qui sont très vives. Et tous les objets qui nous entourent, pratiquement, tous les objets, vraiment tous les objets qui nous entourent, n'ont jamais d'arêtes aussi vives que ça. Sauf si à peine ça sortait d'un usinage vraiment spécifique. Mais on va dire 99% des objets qui nous entourent ont des arêtes un peu émoussées, des chanfreins, des raccords qui viennent un peu accrocher la lumière et leur donner du volume. En fait. Et là, c'est pas le cas. Donc pour donner ce volume, j'ai pas d'autre choix que de rajouter du polygone. Sauf que si je rajoute du polygone, ça va alourdir mes scènes et je n'aurai pas de rendu temps réel. Donc il y a une astuce qui consiste à passer par un autre modèle 3D, qui sera une version high poly, et qui va nous permettre d'extraire des textures qui vont donner l'aspect de haute définition. Donc ici, mon objet étant sélectionné, je viens faire, donc ici ma box low, je viens faire un CTRL V, j'en fais une copie et j'appelle une box HIGH, donc High Definition, et ici je clique sur OK. Donc j'ai bien ici une copie de ma boîte qui s'est faite l'une sur l'autre en fait. Elles se sont faites l'une sur l'autre. Alors je vais affecter des textures de couleurs différentes pour qu'on puisse différencier. Donc ça c'est la high,
et ça, c'est la low. Au niveau topologie, il n'y a rien qui les distingue pour l'instant, elles sont exactement identiques. Si je reviens dans mon PowerPoint, dans mon Substance Painter, ici, si je regarde sur mes calques, sur ma liste de jeux de textures, pardon, j'ai pas de matériaux qui ont été affectés à l'objet, donc du coup, il a mis défaut matériel par défaut, justement. Donc je peux renommer. Mais si j'avais attribué un matériel, je vais le faire de suite, comme ça on va le voir. Si je veux bien rebasculer sur Max. Si j'avais attribué, par exemple, celui-ci, je l'appelle Box. Ici, j'attribue le matériau, je donne une couleur vite fait. Voilà, ok. Je fais mon export, fichier exporter la sélection. Donc sur le bureau, je vais écraser l'ancien. Box Love Base. Oui. Ok, je garde les mêmes paramètres. Si je retourne dans Substance Painter, que je fais, alors je pourrais mettre à jour la scène, ben je vais le faire, je vais changer la configuration du projet et je vais recharger de nouveau mon export ici, mon lot que j'ai modifié. Et on va voir ici que ça va se mettre à jour. Il a bien récupéré le défaut, le matériel que j'ai attribué, il a fait un calque. Et du coup, on a un écho de l'ancien. Alors ça supprime, je sais plus où ça supprime dans le truc. Ce qu'on va faire, comme on débute la scène, je vais refaire un nouveau projet et charger directement le bon asset. Donc je recharge ici ma box Bio. OK. Ne pas tenir compte. Et là, on voit qu'il charge ma boîte avec la bonne nomenclature sur la texture. Sachant qu'on peut le renommer aussi. C'est pour montrer qu'on peut avoir, en double-cliquant, on peut renommer le shader principal ici. Donc ici, c'est OK. Je reviens sur mon max. Cette partie-là qui sera de haute définition, ce que je vais faire, je vais venir sélectionner l'élément ici, CTRL arrête pour ne sélectionner que les arêtes, et je vais venir rajouter un chanfrein, par exemple, pour le donner un peu plus d'arrondi. Ici. Alors, il ne faut pas trop abuser, parce que là, il ne sera pas géré, c'est vraiment des petits raccords qu'il va savoir représenter avec la normal map ici. Donc, je rajoute une petite arête. On voit que là, je crée beaucoup de polygones, du coup. Donc, je quitte l'aspect low poly. Je vais venir ici sélectionner eh bien, l'arête qui est là, contrôle le polygone qui est là, contrôle le polygone qui est là, contrôle arrête pour pouvoir sélectionner les arêtes qui jouxtaient mes polygones, et je vais rajouter un chanfrein, idem, de la même valeur là-dessus. Je valide, et si je double-clique sur cette arête-là, je rajoute un chanfrein aussi sur cette partie-là. Je vais le faire un poil plus petit pour qu'on voit la différence. Ok. Donc sur cette partie-là, il n'y a rien à faire en fait. Ça sert à rien de rajouter de la résolution ici, puisque ça ne changera rien foncièrement sur la partie low poly. Par contre, ce que je peux faire ici, je vais faire un petit test. Je vais générer ici, avec l'outil échelle et en appuyant sur Shift, une insertion. Alors ça, on s'en fiche parce que c'est de la haute définition. Donc c'est pas grave, on peut aller autant qu'on veut en nombre de polygones, c'est pas un problème puisque ça sera transformé en texture par la suite. Ici, je vais faire une autre échelle, tiens, une autre insertion, que je vais venir déplacer un petit peu à l'intérieur, comme ceci. Là, j'en fais une insertion, que je vais venir déplacer à l'extérieur, comme ceci, très légèrement. Je vais venir sélectionner mes arêtes, en double-cliquant ici, double-cliquant ici, double-cliquant ici, et je vais mettre un chanfrein. Je vais baisser ce chanfrein pour qu'il soit le plus petit possible. Ok. Je vais prendre la face qui est là, CTRL arrête, et je mets le même type de chanfrein ici. Je pourrais mettre des chanfreins ici. Je ne vais pas le faire sur cette partie-là. Là, on est bon. Comme ceci. Et comme ceci. Et je valide. Donc j'ai fait une forme bien plus complexe que ce qu'elle était à l'origine. Voilà, j'obtiens ceci. Ok.
Alors on voit qu'il y a un peu des artefacts ici. Alors ça c'est pas très grave, c'est dû au lissage en fait. Au lissage par groupe ici. On voit que tous les polygones font partie d'un seul groupe et sont lissés entre eux. Donc si j'enlève ce lissage, voilà, j'ai bien une surface bien plate ici. Donc sachez qu'on peut le faire. Alors moi je vais faire juste celui-là pour montrer. On est bon. L'important c'est que cet objet-là soit exactement au même endroit que l'autre. Donc je vais le recentrer sur ma scène. Donc il faut vraiment que les deux objets soient superposés. Et je vais juste exporter ma version HD. Donc ici, fichier, exporter la sélection. Et je vais le mettre sur le bureau pareil. Et je vais le mettre un box que je vais appeler High Definition ici. HIGH. Je valide. Je garde les mêmes valeurs et je fais OK. Maintenant que j'ai mes deux FBX, donc j'ai la version low poly et la version high definition qui est exactement au même endroit, ça c'est important. Je retourne dans mon Substance Painter et là je vais aller vers la partie du logiciel qui me permet de béquer les différentes cartes de maillage, c'est-à-dire c'est ça qui va générer ma carte normale, ma normal map. C'est cette normal map qui va permettre de donner l'impression que l'objet est en haute définition. Donc ici, je vais cliquer sur béquer les cartes de maillage. Je vais venir ici choisir une résolution par défaut initiale de 2048, comme mon projet par exemple. Je vais baisser ce curseur pour le mettre entre 5 et 0. Hein, voilà, minimum de... C'est la qualité avec laquelle il va faire la projection. Il va générer ma normal map, pardon. Donc on voit bien, il va créer toutes ces maps ici qui sont importantes par la suite. Et je vais venir charger dans cette partie-là ma boîte haute définition. Donc si jamais la boîte n'est pas au même endroit que le truc, ça ne marchera jamais. Il faut vraiment vérifier que les deux objets sont au même endroit. Pourquoi? Parce qu'il va agir par projection et la boîte haute définition qui sera placée au même endroit, elle va se projeter à l'intérieur des UV de notre boîte basse def et générer la normal map. Donc une fois que c'est fait, quand les objets sont complexes, on passe par cette option-là, par nom de maillage. C'est pour ça que s'il y avait eu plusieurs maillages, je les ai redonnés à chaque fois la version low et leur pendant en version high, avec des noms différents, pour qu'ils puissent se corréler, qui va projeter cet élément-là, cet élément-là séparément, etc. Ça c'est pour des objets plus complexes. Et ici, une fois que c'est fait, je vais béquer la texture sélectionnée, alors là j'ai qu'une seule texture, donc je peux les faire une par une. Je peux cliquer là-dessus, mais ça c'est quand on a des objets plus complexes avec beaucoup d'éléments. On peut cliquer là-dessus, il fait tout en même temps. Mais il faut s'assurer qu'on ait des bonnes nomenclatures de fichiers au préalable. Donc je vais faire béquer les textures sélectionnées et il va générer toutes mes cartes de maillage qui vont s'afficher sur cette partie-là. Voilà, il a terminé. On s'aperçoit de quoi? Qu'il a généré la normal map. Là, ça c'est des éléments qui servent à autre chose. L'ambiance occlusion, donc si je la supprime, ce sont les ombres de contact. Et d'autres éléments de map qui vont lui permettre d'affecter des effets spéciaux sur substance. Et on voit que lorsqu'il a fait ma normal map ici, il m'a généré aussi le relief que j'avais. Mais c'est pas un vrai relief. C'est la texture qui génère cette impression de relief, qui vient aussi accrocher la lumière, bien évidemment. Si je supprime ma normal map, je perds toute cette partie-là. On voit que j'ai plus les reliefs. Alors la tache noire, c'est CTRL Z. La tache noire qu'on a ici, voilà, il va reprendre en compte la normale. La tache noire, c'est dû à l'ambient occlusion. Il a mal calculé l'ambient occlusion, mais c'est pas grave, je peux l'enlever. Et voilà, j'ai quelque chose de plus propre. On voit bien qu'ici, il m'a créé des raccords qui donnent l'impression que le cube est de haute définition, ce qui n'est pas le cas. Et je vais pouvoir, comme ceci, texturer mes objets en glissant des textures dessus et rajouter des effets, par exemple. Donc là, on voit que ça coïncide pas trop. Pourquoi? Parce que dans ma map, il y a un petit décalage. Comme j'ai déplié dans mon UV, comme j'ai déplié l'UV à cet endroit-là, ben, il m'a déplié les UV qui correspondent, ils sont pas toujours calés avec l'élément qui est là. Donc c'est pas grave. Je vais mettre une autre texture. Je vais prendre par exemple, ça c'est quoi? C'est des chaînes. Je vais lui mettre ça, voilà, du métal shiny un peu ici, là. Ok, et je peux rajouter par-dessus, par exemple, un calque de remplissage sur lequel je vais donner une couleur, on peut
plus gris, peut-être un peu plus mat, en modifiant la roughness ici. Et le fait qu'il ait calculé toutes ces cartes de maillage ici, je vais pouvoir, par exemple, y attribuer un effet sur ce calque-là. Alors je vais lui mettre un masque noir, et je vais lui mettre un effet de générateur, sur lequel je vais lui dire, tu vas me mettre un générateur qui détecte les arêtes. Voilà. Là, il va me mettre la couleur que sur les arêtes. Et si j'inverse, il va m'enlever la peinture sur les arêtes. Comme si c'était du métal un peu usé, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce calque de remplissage que j'ai fait ici, sur les propriétés de ce calque, j'ai la possibilité de lui mettre du height, c'est-à-dire du relief, et je vais pouvoir donner une épaisseur de peinture en creux ou en relief. En général, la peinture c'est en plus, en surplus, et je vais pouvoir, comme ceci, donner différents effets à mon objet en le peignant avec tous les outils disponibles dans Substance. Alors, on a fait à peu près le tour vite fait entre la modélisation, l'importance de la haute définition pour la création de la normal map et la génération sous Substance de ces cartes de maillage qui permettent de texturer avec des effets l'objet final. Bon, là on a fait à peu près le tour. J'ai fini pour cette formation là. Si jamais il y a d'autres problèmes, ne pas hésiter à me les faire remonter. Merci.